Bonjour et merci de marquer votre présence à Débat des Presses ce dimanche. 5 sujets convoqués au débat. D'abord, les 21 ans d'impunité dans l'assassinat de Norbert Zongo et la commémoration sous le signe de la suite des dossiers judiciaires, notamment l'avis favorable émis par la justice française pour l'extradition de François Compaoré. Sera-t-il finalement extradé vers le Burkina Faso? Et qu'est-ce qui bloque le dossier? On en parle dans cette émission. Deuxième sujet convoqué au débat, le report du sommet G5 Sahel à Pau en France et la question de l'invitation ou de la convocation des chefs d'État du G5 Sahel. C'est selon l'opportunité de l'annonce laisse planer le doute sur sa pertinence. C'est au cours d'un autre sommet de l'OTAN, notamment en Grande-Bretagne, que le président français Emmanuel Macron a convoqué ses pairs africains. Que penser du ton adopté et que penser également de la démarche avec les attaques d'Inates au Niger? La rencontre a été reportée. Ce report sauve-t-il les apparences? Décryptage en quelques instants. Et dans quelques instants également, nous aurons l'attaque d'Inates au Niger. 71 morts côté armée nigérienne. Le bilan est lourd, c'est le plus meurtrier depuis quelques années. Les djihadistes ont-ils changé de stratégie ou possèdent-ils une puissance de frappe qui commence à inquiéter? Nos armées nationales sont-elles incapables face à cette hydre djihadiste? On en parle dans cette émission. Et puis, un autre sujet qui sera abordé, la saisie de 18 kg de chanvre indien à Bourzanga. Est-ce que le Sahel est devenu une zone de non-droit au point que la drogue circule comme on le verra dans cette émission? Et enfin, Abdelhadjid Tebboune, un apparatchik algérien à la tête du pays, élu président, est déclaré vainqueur donc à la suite de la présidentielle du vendredi. Cet homme de 74 ans a fait carrière au sein de l'appareil d'État algérien et dans l'ombre du vieux Bouteflika. Pourra-t-il inverser la donne? La réponse dans quelques instants et avec nos analystes. D'abord, Dabadi Zumbara, il est des éditions Le Pays. Bonjour Dabadi. Bonjour monsieur. Merci d'être venu pour débat de presse. Deuxième invité à débat de presse, Xavier Belem-Yégré de Radio Burkina. Bonjour. Bonjour Foussini. Merci d'être venu. Troisième invité à débat de presse, Juvenal Sommet de Info A4. Bonjour. Bonjour Kilo. Merci d'être là. Et enfin, quatrième invité, Paul Miki Wamba de Ouaga FM. Bonjour Paul. Oui, bonjour Kilo. Bonjour. Et merci d'être venu pour débat de presse. On commence avec vous d'ailleurs, Paul Miki Wamba. À l'occasion de la célébration des 21 ans de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses compagnons, les défenseurs des droits humains et de la cause pour la justice et la vérité ont demandé une clarification dans le dossier Norbert Zongo, puisque jusque-là, on ne comprend pas. La justice française a donné un avis favorable pour l'extradition de François Compaoré, un suspect sérieux dans le dossier, et jusqu'à présent, c'est silence de mort. Est-ce que vous également vous comprenez? Oui, c'est difficile à comprendre parce que ça fait déjà une année que cela dure. Si on doit donc se rappeler que c'était le 5 décembre 2018 que cet avis avait été émis par la justice française, la balle étant dans le camp justement du gouvernement français, de l'exécutif qui devait donc ordonner cette extradition. Donc on est amené à se poser un certain nombre de questions depuis le temps que cela dure. C'est vrai que le dossier judiciaire de Norbert Zongo et de l'assassinat de Norbert Zongo avec l'arrestation en temps de François Compaoré avait suscité un certain espoir au niveau donc des défenseurs des droits humains. Mais aujourd'hui, on a du mal à comprendre pourquoi, étant donné que le gros du travail a été abattu déjà par la justice, notamment côté français, on a du mal justement à voir cette extradition. Alors, c'est pour ça que je suis d'avis avec ces organisations de la société civile au Burkina qui estimaient qu'il était le temps également pour la France de clarifier sa position par rapport justement à ce dossier. Et je pense bien que nous sommes désormais sur un terrain politique. Et c'est difficile justement à comprendre et c'est difficile à décortiquer pourquoi ça traîne. Mais on a espoir évidemment, eu égard à la pression qui n'a jamais faibli autour du dossier Norbert Zongo. Vous savez que la société civile burkinabé et même africaine de façon générale n'a jamais
cesser donc de mettre la pression sur les acteurs et on ne peut qu'espérer justement que cette pression va aboutir. Parce que comme vous l'avez certainement remarqué, l'ambassadeur de France au Burkina a lui également reconnu que c'était un engagement du président français Emmanuel Macron. Exactement, le centre de presse Norbert Zongo, l'AJB et toutes les organisations sont allées le voir. Tout à fait. Et lui ont remis... Voilà, et plus d'une centaine de journalistes africains comme ça qui sont allés le voir pour lui demander justement d'intercéder auprès du président français pour l'extradition de François Compaoré. On a vu effectivement, il a reconnu que c'était l'engagement du président Emmanuel Macron et quand on sait que l'engagement d'un président français, ça vaut ce que ça vaut. Donc on ne peut qu'espérer justement que cet engagement sera respecté dans les tout prochains jours pour que le dossier puisse suivre son cours au niveau donc, du Burkina. Mais j'ai été également heureux d'entendre le procureur général qui dit qu'avec ou sans François Compaoré, on devrait pouvoir avancer dans le dossier. Et je pense qu'il faut explorer les deux pistes parce qu'il n'est pas question que ce dossier sombre justement dans les méandres de la justice, que ce soit au Burkina ou ailleurs. Oui, Dabadi, est-ce qu'il faut désespérer que les tractations politiques puissent peser sur le dossier Norbert Zongo? Non, je pense qu'il ne faut pas désespérer. C'est vrai qu'on peut trouver l'attitude des autorités françaises assez ambiguë parce que Hollande, Emmanuel Macron, lorsqu'il a séjourné au Burkina, il était assez quand même clair par rapport à cette question et il a promis en tout cas de tout mettre en œuvre pour que la justice puisse travailler sereinement et que en tout cas le gouvernement français ferait tout pour que François Compaoré soit extradé vers son pays pour répondre des faits à lui reprocher dans le cas du dossier de Norbert Zongo. Donc je pense qu'aujourd'hui, effectivement, les choses piétinent et on ne sait pas trop pourquoi. Mais ce qu'il faut comprendre de façon générale, c'est que les hommes politiques n'agissent, ne prennent des décisions importantes dans de tels cas que lorsqu'ils sont convaincus qu'ils peuvent en tirer un grand profit. Alors qu'aujourd'hui, la situation peut-être n'est pas favorable à cela. Vous voyez tout ce qui se passe avec cette impression qu'on donne qu'il y a beaucoup plus de critiques, de vies critiques contre la politique française en Afrique. Et donc, certainement que Emmanuel Macron veut voir clair avant de prendre une décision. Bon, c'est dommage parce qu'effectivement, comme on l'a dit, ça fait quand même 6 mois que la justice a rendu un avis favorable. Et donc, logiquement, le degré devrait être pris par le Premier ministre français, mais jusque-là, effectivement, on ne voit pas ce degré-là poindre à l'horizon. Mais je pense que ce qui est déjà intéressant, ce dont il faut se réjouir, c'est quand même la mobilisation au niveau interne. Je pense qu'au niveau de Burkina, 21 ans après, on constate quand même que la mobilisation ne faiblit pas, ce qui, à mon avis, est une excellente chose. Il faut poursuivre la lutte jusqu'à ce que justice... Pour le président de l'AJB, Diouzuma Sanogo, qui disait que les journalistes restent mobilisés pour que la justice et la vérité soient dites et que ce dossier soit jugé. Donc, pour les journalistes, selon le président de l'AJB, il n'y a pas raison de baisser les bras. Et donc, la mobilisation... Mais c'est clair, il faut effectivement qu'il y ait une forte mobilisation parce qu'aujourd'hui nous sommes quand même, quoi qu'on dise, les bénéficiaires du sacrifice de Norbert Zongo. Norbert Zongo s'est sacrifié plus ou moins pour la liberté de la presse, la liberté d'expression et même pour le renforcement de la démocratie dans ce pays. Et étant, ça allait dire, les héritiers de ces derniers, on ne peut que travailler à ce que justice lui soit rendue. Donc aujourd'hui, les journalistes, effectivement, comme le président de l'AJB l'a dit, sont plus que jamais engagés et sont déterminés à ce que, effectivement, toute la lumière soit faite sur ce dossier. C'est vrai qu'au niveau interne, ce qu'on pourrait qualifier d'exécutants, qui ont été en tout cas inculpés de façon formelle aujourd'hui, et très peu sont toujours en vie. Mais quand même, il y a des commanditaires, nous l'avons dit, il y a un suspect sérieux, quand même, qui a été cité dans ce dossier et dont l'extradition est attendue. Et donc, il faut effectivement mettre tous les moyens pour que cela soit effectif. Et c'est en cela qu'il faut saluer l'action des journalistes, effectivement, et bien d'autres associations, telles que le Balai citoyen également, pour que, effectivement, les politiques français puissent mettre un pied d'accélérateur sur ce dossier pour que finalement, François Compaoré soit extradé vers son pays et que finalement, il puisse se prononcer par rapport à ce qui lui est reproché dans le cadre de ce dossier. Oui, Xavier Belem-Niegré, est-ce que je prends l'intervention de Dabadi au Mont, est-ce que quelque part, il n'y a pas aussi une part, une partition à jouer des politiques burkinabés? Parce que c'est vrai que la politique est ce qu'elle est, Paul l'a dit tout à l'heure, mais est-ce que
les politiciens au Burkina, les politiques au Burkina ne devraient pas mettre encore plus du sien dans ce dossier? Moi, je ne pense pas que les politiques doivent encore s'investir dans ce dossier parce que ce qui a été fait est largement suffisant. Le ministre Bagoro a conduit le dossier jusqu'à ce que la décision de la justice française soit prise. Il reste au gouvernement français de faire le travail. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le gouvernement français traîne le pas. Alors, des enjeux, on peut les situer peut-être à deux niveaux. D'abord, est-ce qu'il y a cette tendance néocoloniale encore qui habite, qui fait que alors, certains dirigeants, certains niveaux de responsabilité sont toujours dans les méandres de la politique française au point qu'on ne veut pas les livrer? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Et deuxièmement, c'est peut-être les questions de droits humains. Mais là aussi, l'équivoque n'est plus parce que la France, selon certaines dispositions, n'extradite pas vers un pays où la peine de mort est appliquée. Je pense que ça, c'est levé. On ne sait pratiquement pas pourquoi la France traîne encore le pas dans l'extradition de François Compaoré. Mais l'autre inquiétude qu'on a, il ne faut pas qu'on se laisse envahir par l'extradition tout en oubliant que le dossier, il est entier. Ce n'est pas, François Compaoré n'est pas, je vais dire, le seul dans cette affaire. Il est le suspect sérieux, mais certainement qu'il y a eu des commanditaires, il y a eu d'autres implications. Il ne faut pas que notre justice dorme sous les lauriers. On a bien dit, le procureur l'a dit, on peut juger l'affaire même si François Compaoré n'est pas là. Donc moi je ne pense pas que les politiques burkinabés doivent s'impliquer encore dans les dossiers à travers une pression quelle que soit la manière. C'est peut-être les OSC qui doivent mettre la pression parce que si les politiques s'immiscent, on va dire c'est le président qui a ordonné peut-être l'extradition de François Compaoré et ça peut biaiser au niveau de l'opinion quand la justice sera rendue. Oui, mais Xavier, face peut-être à ce qu'on peut peut-être soupçonner de mauvaise foi de la part des autorités françaises, est-ce que quelque part quelqu'un ne doit pas non plus attirer l'attention? Je ne pense pas que le président ou en tout cas le gouvernement burkinabé doit sonner ou du moins interpeller encore le gouvernement français par rapport à une décision de justice qui a été rendue en France pour qu'on extradie une quelconque personne. Si la pression est menée du Burkina à travers les autorités politiques, ça peut biaiser au niveau de l'opinion. Les gens vont voir directement le fait que le président demande expressément à ce qu'on envoie François Compaoré pour la justice. Oui, Juvenal, votre avis? Oui, merci, Fousseni Kindo. Je pense qu'il faut se rappeler qu'après la fameuse annonce de Macron à Ouagadougou, quand il était retourné en France, ça n'avait pas plu à tout le monde, parce que, évidemment, ça avait suscité une levée de boucliers, aussi bien dans le landerneau judiciaire qu'au sein de la classe politique, où, évidemment, il y a cette tradition, évidemment, de séparation des pouvoirs, et où certains avaient perçu, évidemment, cette annonce de Macron à Ouagadougou comme étant une forme je dirais, d'injonction, comme étant une forme, évidemment, de volonté de mise au pas de la justice, et évidemment, ça avait suscité quelques remous. Est-ce que finalement, cette affaire, finalement, partit, évidemment, d'un certain nombre de contradictions au sein de la classe politique? Évidemment, je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Tout le monde n'a pas été, comme je l'ai dit, du goût, évidemment, de cette fameuse annonce de Macron qui, comme ça, tentait de d'apaiser, évidemment, une certaine opinion publique burkinabé en disant que, finalement, François Compaoré, évidemment, serait, évidemment, en tout cas, il avait confiance en ce qu'il serait extradé. Donc, j'en reviens à ce que Miki a dit. Peut-être qu'il faut explorer aujourd'hui, il faut arrêter aujourd'hui cette forme, je dirais, de ces incantations, évidemment, politico-médiatiques, judiciaires, peut-être en explorant, évidemment, d'autres pistes, évidemment, en évitant de rester, de mon point de vue, prisonnier d'un certain nombre, évidemment, de contradictions. Donc pour vous, il ne faudrait pas en faire une fixation forcément, mais que ce soit une piste parmi une autre? Oui, bien sûr. C'est de là aussi que découle le génie d'une classe politique aussi, parce que si on reste finalement dans ce schéma, on risque évidemment, forcément, on reste à la remorque d'un certain nombre de décisions qui aujourd'hui, comme vous l'avez souligné, tout le monde l'a souligné, finalement, dont on n'est pas maître, puisque finalement, on attend que la décision vienne, évidemment, d'ailleurs, pour décider, évidemment, de quelque chose qui nous concerne ici. Donc, de mon point de vue, il est peut-être temps de chercher aussi des schémas, à mon avis, moins, je dirais, moins complexes, et peut-être ça pourrait nous aider, évidemment, à débloquer la situation. Oui. Et deuxième sujet, je le disais également, c'est le report du sommet G5 Sahel à Pau
en France suite à l'invitation ou à la convocation du président Emmanuel Macron de France au sommet de l'OTAN. Dabadi, d'abord sur le ton et la forme de la convocation de cette rencontre. Est-ce que pour vous, c'est une invitation ou c'est une convocation? Bon, je pense que dans le fond, on peut trouver des raisons pour expliquer l'attitude d'Emmanuel Macron. C'est vrai que la France n'est pas présente militairement au Sahel au cours de nos beaux yeux, mais lorsque on paie un lot tribut comme ça a été le cas pour son pays, où la mort de 13 soldats, et que mais au Burkina, il y avait eu plus d'une cinquantaine, oui, ça c'est plus qu'un lourd tribut. Tout à fait. Et qu'au lieu que ces pays-là qu'on soutienne compatissent à la douleur des familles éplorées, certains donnent l'impression de s'en réjouir. Et cela peut choquer. Et je pense que c'est ce qui s'est passé en fait. L'opinion française était choquée de constater que sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui se réjouissaient de la mort des soldats qui sont censés protéger justement les populations du Sahel. Et face à une telle situation, Macron n'avait pas trop le choix que de dire certaines choses comme il l'a fait. Mais je dis bien dans le fond. Mais dans la forme, effectivement, il a péché. Parce que lorsque le ton utilisé, à mon avis, frise quand même l'arrogance et la méprise. C'est comme s'il avait affaire à des enfants, je vous convoque ou je vous invite. Bon, quelle que soit la forme, tel que ça a été dit, je pense que le ton n'a pas été le mieux choisi. Et ça pose problème. Mais je pense que si Macron pense que c'est en invitant les chefs d'État du G5 Sahel à Pau, il réussira à mettre fin à ce qu'il considère comme un sentiment anti-français, ben, c'est raté. Parce qu'aujourd'hui, le niveau de démocratisation que nous avons atteint pousse de plus en plus les citoyens à être critiques vis-à-vis de la politique France-Afrique. Et donc, aujourd'hui, Emmanuel doit comprendre que la marche vers des relations franco-africaines plus civilisées, basées sur le respect mutuel, est irréversible. Et donc, à mon avis, je pense que les autorités françaises gagneraient à revoir leur copie avant qu'elles ne soient contraintes. Mais je pense qu'ils ont commencé à mettre un peu la forme. Justement. Je pense que c'est justement pour cette raison qu'on a eu besoin tout de suite de dépêcher un émissaire auprès de certains pays comme le nôtre pour y mettre la forme en invitant les chefs d'État de façon, j'allais dire, beaucoup plus officielle, beaucoup plus solennelle, etc. Cela évite effectivement un boycott éventuel qui pourrait arriver, mais cela aussi dessert un peu l'étau autour de nos chefs d'État. Parce qu'il ne faut pas oublier que de plus en plus, il y a des OSC qui demandaient clairement à nos chefs d'État de ne pas participer à cette rencontre. Parce que ces OSC considéraient que c'est une forme de vassalité. Et donc, il faut dire que au lieu que ça participe à la décrispation de ce que nous constatons, au contraire, ça a presque envenimé les choses. Et donc, je pense que le report dû à l'attaque d'Inates, je pense que ça permettra d'arrondir les angles avant que la rencontre ne puisse se tenir. Oui, Xavier, cette question même de clarification, on va en parler, de son opportunité, mais aussi de sa pertinence pour Emmanuel Macron. Nous devons à très court terme reclarifier le cadre et les conditions politiques de notre intervention au Sahel avec les 5 États membres du G5 Sahel. Il l'a dit au sommet de l'OTAN. Oui. Et on constate que sur le terrain, il y a un certain nombre d'ambiguïtés. Oui, je pense qu'il n'y avait pas meilleur moment pour se rencontrer et puis parler de cette question cruciale. Il a dit, c'est au moment où la France venait de perdre ses 13 soldats, et il y avait aussi ce sentiment anti-français qui est plus ou moins émergé. On a vu sur les réseaux sociaux où il n'y avait pas vraiment de compassion dans la plupart de l'opinion ici en Afrique par rapport à ces 13 soldats morts sur le Sahel. Il faut clarifier de mon point de vue, et les chefs d'État n'ont pas le choix actuellement parce que tout le monde a la pression. Vous voyez, ils sont plus de 4500 qui sont au Sahel sous prétexte de protéger donc les populations sahéliennes. Et sur le terrain, il n'y a pratiquement pas de résultats concrets. Les militaires continuent de mourir,
il y a les civils aussi. Alors, est-ce que là, c'est pas peut-être la stratégie aussi, quand vous prenez la force de l'amunissement au Mali, c'est une force d'interposition ou c'est une force de maintien de la paix? Parce que le mandat que l'ONU donne à cette force, et donc, ils ne sont pas dans l'offensive, ils sont dans la défensive. Justement, quelle que soit la mission confiée à ces soldats, concrètement sur le terrain, ce que nous voyons, ce n'est pas gai. Alors, nos soldats, nos propres soldats, nous ne vivons pas ça avant la présence de Barkhane et de l'amunissement. Pourquoi ça s'est accentué? Il faut qu'on se pose des questions. Et je pense qu'il faut clarifier vraiment la situation de la force française au Sahel. Et la manière, c'est quoi? Il faut prendre des décisions fortes. Je ne pense pas qu'on reste dans une certaine... Et quand vous parlez de décisions fortes, Xavier, vous pensez à quoi? Oui, mais il faut peut-être soit revoir le redéploiement de ces forces, parce que c'est peut-être... Moi, je vois des gens qui attirent, disons, ces forces du mal. Si c'est le cas, qu'ils prennent leurs dispositions et qu'ils cantonnent là où il le faut pour ne pas, je vais dire, créer une situation, compromettre encore la situation. De mon point de vue, je pense que les chefs d'État doivent dire clairement à la France, voilà, de le voir parce que ça ne va pas sur le terrain. Oui, Juvenal. Je pense que c'est par rapport à ces questions de clarification, s'il faut clarifier, c'est quoi il faut clarifier? Non, je pense que, on l'a dit autour de cette table, le ton et le contenu du discours n'y sont pas. Clarifier quoi? Et pourquoi? Et dans un tel contexte, est-ce que c'est au sommet finalement de l'OTAN qu'il faut demander des clarifications à des partenaires entre griffes d'une coalition censée lutter contre les terroristes ou les djihadistes dans le Sahel? Je pense que déjà la base elle-même est faussée. Donc à partir de cet instant, comme on le dit souvent, la forme tient le fond en l'état. Donc dès cet instant, est-ce qu'on pouvait encore accorder du crédit à cette injonction, cette convocation dont vous avez parlé tout à l'heure? Donc moi je pense que en fait des clarifications aujourd'hui, c'est peut-être évidemment c'est aux États africains et même finalement de se définir une propre stratégie plutôt que de clarifier une telle composition vis-à-vis de la France qui, comme je le souligne, aucun pays dans ce monde-là n'enverra ses soldats ailleurs pour aller, évidemment, pour les besoins évidemment de ce pays. Ça n'existe nulle part. D'ailleurs, vous avez vu que lorsque vous avez vu la communication autour, évidemment, de l'accident d'hélicoptère des militaires français, c'est revenu de façon, évidemment, qu'ils sont morts pour la France. Voilà, ils étaient en service pour la France. Donc, il faut que, dès maintenant, les Africains aussi commencent à comprendre que on ne sous-traite pas, évidemment, sa sécurité. On ne sous-traite pas, évidemment, je dirais, son destin, évidemment, le confiant à quelqu'un d'autre. Il faut aujourd'hui prendre en main un certain nombre de considérants qui vont nous éviter, évidemment, d'être infantilisés à ce point, comme Dabadi le disait, et évidemment, nous éviter, évidemment, ces humiliations qui n'apportent pas grand-chose au débat, mais finalement jouent le jeu, évidemment, des terroristes et, évidemment, de tous ceux qui nous attaquent. Oui, Paul Miki, oui. Il est vrai que le temps et peut-être la manière n'y était pas, mais par la suite, on a tenté de rattraper avec des émissaires, et puis même avec un bémol, peut-être à la faveur des attaques djihadistes à Inates au Niger, où on voit également un report qui va permettre certainement aux chefs d'État du G5 Sahel de mieux se préparer, mais aussi peut-être à la France de pouvoir accorder les violons avec ses partenaires. Oui, je pense que ce qui est arrivé au Niger récemment avec l'attaque du poste d'Inates, ça a été une occasion qui a été saisie par toutes les parties et pour non seulement reporter la rencontre de Pau, mais également rattraper certaines choses parce qu'on l'a dit ici, c'était une invitation qui avait une connotation de convocation en ce qui concerne donc cet appel, cette invite d'Emmanuel Macron. Mais également, il est important de dire que nous avons, dès le premier moment, entendu le premier président qui en a parlé, c'est le président burkinabé. Il avait dit qu'il a appris également qu'ils sont convoqués ou invités à Pau en France le 16 décembre. Donc, du coup, on a eu l'impression justement que c'est par voie de médias que les chefs d'État ont été informés. Mais par la suite, il s'est avéré qu'il y avait un coup de fil, ensuite un courrier. Donc, en réalité, l'émissaire d'Emmanuel Macron
Christophe Bigot étant venu et ayant fait le tour des capitales du G5 Sahel, a remis officiellement ce courrier. Je pense que c'était un exercice également pour rattraper les choses. Mais dans tous les cas, la forme n'y était pas, parce que beaucoup d'observateurs l'ont dit, des gens qui sont des spécialistes en diplomatie nous ont dit d'ailleurs que lorsqu'il y a une rencontre de cette nature, avant que le lieu et la date ne soient fixés, cela doit faire l'objet d'un accord entre les parties, la partie invitante et la partie invitée. Ce qui a littéralement manqué apparemment en tout cas dans cette affaire. C'est pour ça que ça a choqué non seulement l'opinion publique, ça a choqué également les chefs d'État. Mais il est également important de dire par rapport justement à cette action du président français, parce que lorsqu'il s'exprimait en Angleterre, il faut dire déjà qu'il ne s'exprime pas aux Africains. C'est un homme politique, Emmanuel Macron. Il a donc le devoir de satisfaire un peu à une certaine demande de l'opinion publique française également. Donc quand il s'adresse à l'opinion publique française, ce n'est pas le même ton. Ici au Burkina et dans les autres pays du G5 Sahel également, on a reçu cela. Nous avons des chefs d'État également qui sont obligés non seulement de jouer le jeu de la France, mais également de jouer un peu le jeu de l'opinion publique de leur État respectif. C'est pour ça d'ailleurs que Emmanuel Macron, dans son discours, dans son intervention, a évoqué le fait que ce sentiment anti-français était entretenu non seulement par l'opinion publique, ça c'était depuis longtemps, ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais je pense que ce qui a le plus choqué la France, c'est que ce sentiment était repris également par des responsables politiques. Il a même dit justement dans son speech. Donc c'est ça qui fait que lorsque ça sort de la bouche des chefs d'État, il faut les entendre, il faut, parce que la France dit, à chaque fois que nous intervenons, c'est sur demande de ces États. Donc il va falloir justement clarifier vos demandes d'intervention. Je pense que c'est dans cette logique qu'il faut comprendre. Mais en entendant de connaître la date du nouveau rendez-vous et pour la rencontre début janvier 2020, il est important effectivement, et je crois que ce dimanche d'ailleurs, les chefs d'État sont réunis en ce moment au Niger, à Niamey. Il sera question justement pour ces chefs d'État d'accorder leur violon pour savoir comment est-ce qu'il faut défendre les Africains à cette rencontre de Pau, mais également il sera effectivement question que des choses se clarifient, parce que la France effectivement n'a pas intérêt à rompre du coup avec les États africains. Je crois que de part et d'autre, il y a plein de choses à clarifier, et c'est pour ça que moi je suis content déjà que cette rencontre se profile à l'horizon. Oui, Xavier. Par rapport à la clarification, je voudrais ajouter que là où les présidents vont peut-être accélérer les interventions, c'est par rapport aux moyens. Vous savez que depuis pratiquement 2 ans, quand le G5 Sahel a été mis en place, on a voulu, à travers un chapitre au niveau du Conseil de sécurité, qu'on nous dote, chapitre 7. Effectivement, les États-Unis ont bloqué. Les États-Unis ont bloqué ça. Et qu'est-ce que la France a fait? Pratiquement rien. Je pense que les chefs d'État vont mettre l'accent sur ça. Il faut qu'on nous envoie des moyens techniques, logistiques, pour qu'on puisse s'occuper de notre propre sécurité. Il y a combien d'hélicoptères utilisés par Barkhane et l'aménagement? Il y a combien de blindés et autres moyens techniques que ces gens-là utilisent pour le compte de la France, disons exclusivement, et que nous, nos populations africaines n'en bénéficient pas et nos soldats sont tués au jour le jour. Je pense que c'est des questions très cruciales que la France doit prendre en compte. Si vous avez plus de 4500 soldats sur l'espace sahélien et que nous, nos propres pays n'ont pas ces moyens techniques pour faire le travail, il y a un problème. Voilà, je pense que sur ces questions, il faut les clarifier. Vous ne pouvez pas venir avec ce moyen logistique et l'utiliser exclusivement pour la France. Ça est un problème qui laisse planer des doutes. Voilà, oui. Justement, je pense qu'il a raison, Xavier, quand il évoque effectivement cette question de moyens financiers. Et référez-vous au G5 Sahel, qui a été créé depuis 2014. Donc, voici une structure qui a été créée, qui ne vit que de promesses de financement. Même pour le cas de la France, il y a eu quand même des engagements qui ont été donnés, qui n'ont jamais été respectés. On a l'impression déjà que le G5 Sahel, c'est quelque chose qui a été créé sur instruction, si vous voulez, de l'Occident, et après on vous promet de vous financer, puisque quand on crée une structure comme ça, c'est qu'il y a des promesses de financement. Mais on est resté jusqu'aujourd'hui à l'étape de promesses non concrétisées. Donc on a l'impression que c'est pour éviter d'ailleurs même de venir à bout du terrorisme que l'on a créé et ce regroupement des 5 États. Donc je crois que le chef de l'État burkinabé lui-même l'a dit à l'occasion de l'interview qu'il a accordée à nos confrères, qu'il est question effectivement de clarifier cet aspect des choses, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de promesses. On attend toujours, ça fait longtemps que le G5 Sahel existe sur papier, mais sur le terrain on n'entend pas, on ne voit pas concrètement les actions de cette force conjointe. Et ça c'est la faute des promesses non tenues de financement qui ont été annoncées par plusieurs États, dont la France. Oui. Et
vous parlez du Niger, Paul, on va y aller. Oui. Le 10 décembre dernier, 71 soldats nigériens sont tombés sous les balles des djihadistes à Inates, une localité située à plus de 250 km de Niamey, mais à environ 5 km de la frontière du Mali. À l'occasion, le président Mamoudou Issoufou a promis de renforcer les alliances et un hommage a été rendu d'ailleurs juvénal à ces soldats. Et on l'a vu, le chef de la garnison est même tombé dans l'attaque. Oui, tout à fait. Et c'est je dirais, le sens le plus élevé de sacrifice d'un chef, évidemment, d'un commandant, évidemment, aux côtés de ses troupes, sur le terrain, dans un terrain qui n'est pas facile, évidemment, et qui aujourd'hui montre, encore une fois, comme nous l'avions dit à plusieurs reprises, une résilience, évidemment, des groupes armés terroristes qui, contrairement à ce qu'on avait pensé, ou certains ont pensé, ne sont qu'en apparence affaiblis, parce qu'aujourd'hui, il y a tous les signaux qui montraient, évidemment, depuis un certain nombre de mois, que ces groupes armés étaient en résilience, étaient en train de se relancer, et qu'il faut en finir avec ce discours ambiant qui consistait à penser que les terroristes se sont vaincus, on a gagné la guerre contre les... Non, je pense qu'aujourd'hui, cette attaque malheureuse est bien la preuve qu'il faut revoir un certain nombre d'approches, de mécanismes pour, à mon avis, éviter d'ailleurs que le cycle de l'engrenage évidemment se poursuive, parce que après le Niger, évidemment, tous les autres pays aussi doivent se préparer, doivent monter évidemment en puissance, parce que... Puisque les autres pays même ont déjà connu cela. Au Burkina, on l'a vu, au Mali également, avec un Liman. Tout à fait. Et même qu'à Inates, ce n'était pas la première fois. En juillet, il y avait eu une attaque similaire. Justement, est-ce que, Dabadi, ici, la puissance de feu des djihadistes sur le terrain n'a pas pris du galon, parce qu'on l'a vu, ils ont d'abord commencé à pilonner le camp avant d'intervenir, et même que la stratégie utilisée, il faut des professionnels de la guerre pour y arriver. Oui, bien sûr. Bon, je pense que jusque-là, ce qu'on reproche souvent à nos dirigeants, c'est un peu cela. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez un peu l'ossature de ceux qui nous attaquent, on n'arrive pas à faire la part des choses. J'ai toujours dit, ceux qui nous attaquent, c'est vrai, de façon générale, on dira que ce sont des terroristes. Mais il faut faire la part des choses. Ceux qui ont revendiqué l'attaque, c'est des éléments de Daesh. Daesh, parmi les organisations terroristes, c'est ceux qui disposent de plus de moyens conséquents. Donc, ce sont des anciens militaires de Saddam Hussein. Donc, ils ont des blindés, etc. Donc, ils n'ont rien à voir avec des bergers, peut-être de Djibouti, qui prennent des calages pour s'attaquer à des populations qui ne sont pas armées. Donc, il faut arriver à faire la part des choses. Je pense que ceux qui ont attaqué le camp d'Inates, effectivement, sont des soldats aguerris. Donc, ce sont des stratèges, raison pour laquelle ils savaient très bien qu'en détruisant la transmission, ça empêcherait effectivement toute intervention et toute communication. C'est ce qu'ils ont fait. Le second élément qui est extrêmement important et qui constitue une stratégie cruciale qu'ils ont également utilisé, c'est quoi? C'est de faire exploser le carburant, les dépôts de carburant et des munitions. Par conséquent, ça permettra de faire beaucoup de victimes. Et je crois que les autorités nigériennes l'ont dit. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut revoir nos stratégies. Est-ce qu'il faut entreposer le carburant et les munitions où se trouvent les hommes? Il y a une réflexion à y mener. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, tout porte à croire que l'ennemi dispose d'une puissance de fait incroyable. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, cette attaque vient de nous le prouver. Et donc, il faut effectivement que nos armées se préparent à faire face effectivement à ces attaques, à ces genres d'attaques d'envergure. Oui, Paul, est-ce que Xavier le disait tantôt, c'est pas peut-être parce que nos armées sont un peu dans la défensive que parfois on peut se laisser surprendre par de telles attaques? Oui, c'est le cas. Et parce que malheureusement, on ne sait jamais où se trouve l'ennemi dans ces guerres asymétriques. Non seulement on ne le connaît pas, on ne sait pas à quel moment il va intervenir, c'est différent que lorsqu'on a deux armées face à face qui se combattent. Donc c'est pour ça d'ailleurs que malheureusement les terroristes ont toujours une longueur d'avance, parce qu'il faut attendre qu'ils vous attaquent avant de riposter. On ne peut pas se lever comme ça, aller s'attaquer à quelqu'un, on ne sait pas s'il est terroriste ou pas. Maintenant, pour ce qui arrive au Niger, je pense bien que c'est comme Dabadi l'a dit,
ces terroristes-là, l'attaque du 10 décembre, là, c'était une attaque qui montre jusqu'à quel point il y a une certaine organisation et à la limite scientifique de ces terroristes. Non seulement ils sont suffisamment bien armés, mais également ils ont les stratégies de guerre. Et ça montre également qu'ils ont une parfaite connaissance du poste d'Inates parce que quand on voit comment l'attaque est arrivée, ils sont restés à distance, ils ont déjà piloté. Oui, on a l'impression qu'ils avaient les coordonnées GPS, ils avaient tous les détails apparemment en tout cas. Parce que c'est pour ça d'ailleurs qu'il est quand même difficile de faire quelquefois la part des choses entre les soldats et les terroristes, puisqu'il fut un temps, effectivement, comme Dabadi l'a dit, où il y a eu des crises dans d'autres pays, où il s'agit de personnes, peut-être des anciens soldats qui sont venus faire ce travail. Quand on doit faire référence à la guerre en Libye, où les armes sont sorties, et ce n'est pas n'importe quel type d'armes, et qui se sont retrouvées donc dans la nature. Et ce sont ces mêmes armes qui sont utilisées et par ces terroristes au Niger. Donc quand on regarde un peu la stratégie, leur objectif c'était de faire le maximum de victimes. Et c'est malheureusement ce qu'ils ont réussi. 71 victimes, avec la plupart... Une trentaine de disparus. Une trentaine de disparus dont on n'a pas encore les nouvelles. Et on sait également que la plupart des victimes ont été tuées par l'explosion de la poudrière sur place. Donc en réalité c'est ça. Mais il est important également de noter une chose importante, c'est que dans le camp, l'armée nigérienne s'est beaucoup défendue parce qu'on ne parle pas beaucoup du bilan qu'ils ont réalisé également du côté des terroristes. On parle de plus d'une cinquantaine de terroristes qui ont été abattus. Donc cela suppose qu'il y a eu un combat qui a duré plusieurs heures et peut-être d'ailleurs que la force de frappe de l'armée nigérienne était un peu supérieure puisqu'on a réussi à abattre individuellement malgré l'affaiblissement. Exactement. Voilà. Ils sont arrivés quand même à pouvoir. Tout à fait. Ça, c'est un élément très important à relever parce que nous était peut-être l'explosion des poudrières ou des dépôts de carburant à l'intérieur, on aurait peut-être eu un bilan moindre par rapport aux soldats nigériens, mais ils ont réussi quand même à repousser. Ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Ils ont fait beaucoup de victimes. Et quand on dit qu'il y a 57 terroristes abattus, cela montre un peu jusqu'à quel point ils sont assez nombreux, ces terroristes, qui occupent la zone du Sahel. Ça fait qu'on est obligé aujourd'hui de se poser un certain nombre de questions sur leur nombre. Aujourd'hui, on n'a même pas de statistiques qui puissent nous permettre de savoir combien sont-ils, alors que nous, nos soldats sont connus en termes de nombre dans les différents pays. Donc ça montre l'ampleur des attaques terroristes. C'est arrivé à la frontière avec le Mali. Justement au Niger, c'est ce qui a dû créer un peu le désarroi et peut-être l'onde de choc à Niamey où les gens estiment qu'ils étaient environ 500 djihadistes à moto et avec un déploiement parfois incroyable des troupes régulières sur le terrain et finalement on n'arrive pas à comprendre. Moi je m'inquiète en tout cas sur le nombre de ces terroristes-là parce qu'au début on avait pensé qu'ils étaient quelques-uns et qui avaient des armes et qui faisaient donc le travail. Mais quand on a un commando de 500 terroristes, et ça inquiète quand même. Hein. C'est le cas d'ailleurs au Burkina, d'ailleurs dans la région du Sahel où on dit souvent il y a une centaine de terroristes qui sont passés par là. Donc c'est un nombre impressionnant. Il va falloir désormais que l'on arrive justement à avoir des informations précises et sur les nombres et les types d'armes qui sont utilisées. Xavier, est-ce que ce n'est pas peut-être parce que nous sommes à un triangle entre une triple frontière entre le Mali, le Niger et le Burkina et que ces forces du mal qui s'interpénètrent certainement ont dû avoir du renfort de part et d'autre pour mener ces attaques d'envergure. Certainement que nous sommes vraiment dans une zone assez difficile, ça fait qu'on ne peut pas les localiser. Mais moi personnellement je trouve que les moyens dont disposent Barkhane et autres forces françaises pouvaient nous aider dans ce combat-là. Oui, parce qu'on ne peut pas imaginer 500 personnes. Parce que l'attaque a eu lieu dans l'après-midi. Ça veut dire qu'il n'était pas encore tard la nuit. 500 personnes qui patrouillent dans une zone alors que sans que par exemple les renseignements de l'armée nigérienne ne soient alertés et même qu'on est à une autre frontière que peut-être d'autres pays également n'ont vu ce qui se passe sur le sol nigérien. Alors que la France a pu suivre un de leurs compatriotes depuis le Bénin jusqu'à la frontière vers le Niger, vers le Burkina, et certainement mener des attaques pour pouvoir libérer ces otages-là. Je pense qu'il y a un problème fondamental. Au niveau des moyens logistiques surtout, où la France dispose et que ça ne sert que des Français qui sont en France. Vous imaginez si ces renseignements, ces moyens logistiques que la France utilise, les munitions, ont
comme ils sont au Mali, si ces moyens-là servaient à l'armée nigérienne ou à l'armée burkinabé, je pense qu'on pouvait limiter les dégâts. Et l'attaque a eu lieu dans l'après-midi et c'est pratiquement vers 21h que Niamey a eu et puis les premiers secours sont venus. Bon, on se demande, vous avez dit tantôt qu'ils sont dans une situation de défense. Alors, lorsqu'il y a un camp militaire qui est attaqué, comme on appelle, les munitions sont brûlées et autres dégâts, est-ce que vous pouvez imaginer que l'armée française qui est aussi présente au Niger peut ne pas avoir ces informations et éventuellement intervenir? Je pense que toutes ces questions-là doivent être éclaircies au niveau de Pau pour qu'on n'arrive pas à ces massacres-là. Oui, et Juvenal, on l'a vu également avec cette attaque, l'onde de choc un peu partout dans les différents pays, que ce soit au Mali, au Burkina et même au Niger où l'attaque s'est produite. Mais il y a aussi une part de responsabilité de nos armées d'attendre toujours. Paul l'a dit, on ne sait pas où ils sont. Mais est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas changer de stratégie sur le terrain? Oui, vous avez raison. La lutte contre le terrorisme aujourd'hui, ça se mène aussi sur le contre-terrorisme. Hein. C'est ce qu'ils ont dit tout à l'heure, c'est-à-dire que on ne reste pas sur la défensive. Aujourd'hui, il y a des moyens qui permettent évidemment, y compris le renseignement, d'aller chercher évidemment l'ennemi là où il se trouve, parce que chaque fois que vous attendez, si vous attendez qu'il vienne vous attaquer pour évidemment réagir, vous aurez toujours une longueur de retard, parce que les terroristes, eux, ils sont toujours en avance et malheureusement c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc il faut mutualiser à mon avis les moyens en termes de renseignement pour aller vers une forme de contre-terrorisme qui pourrait nous permettre évidemment de résoudre le problème dont ils ont parlé. Un autre problème qu'ils ont souligné tout à l'heure, c'est cette affaire évidemment de terroristes qui viennent à 500 ou à... C'est quelque chose qui est connu depuis plusieurs mois. Il y a des groupes d'experts ont sonné l'alerte depuis plusieurs mois, qui ont été repris par certains politiques, dont le président malien, je me souviens bien, qui ont dit qu'à l'époque, l'affaiblissement de l'État islamique sur le front irako-syrien allait créer un appel d'air vers le Sahel et qu'il fallait craindre évidemment que des milliers évidemment de combattants en désertion ne replient vers évidemment la zone vers le Sahel. Apparemment personne n'y a pris évidemment n'y a prêté attention et aujourd'hui on est à chaque fois surpris qu'après des attaques, ils reviennent toujours aussi plus nombreux qu'ils ne l'étaient auparavant, mais c'est dû simplement au fait qu'il y a un manque d'anticipation, il y a un manque de coordination, évidemment, et si chaque pays reste à son propre niveau, à mon avis, on ne résoudra pas le problème. Le G5 Sahel aujourd'hui partit de cette situation parce que, en apparence, vous avez un bloc homogène, mais qui n'est pas homogène. Puisque le pays, en réalité, chacun défend sa parcelle de souveraineté à l'intérieur de son territoire. Ils vont sur un terrain où ils n'ont pas l'habitude de combattre ensemble, ils n'ont pas les mêmes manières de voir et voilà le problème aujourd'hui qui se pose, en plus du fait que les moyens viennent toujours, comme Mickey l'a dit, viennent encore de l'extérieur et on promet, il n'y a rien. Donc il y a tellement de contradictions aujourd'hui à résoudre. Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas à Pau que ça doit se résoudre. Si évidemment clarification il y a, c'est en Afrique qu'il faut résoudre ces clarifications. Parce que tant que ça va se résoudre ailleurs, évidemment vous ne trouverez jamais de solution. Parce que si notre sécurité doit être sous-traitée hors de nos frontières, on va souffrir que ça va toujours poser problème. Oui, Dabadi. Oui, non, je pense que l'autre aspect peut-être que les gens oublient, c'est qu'il y a beaucoup de cellules dormantes. Alors, tant qu'on ne va pas démanteler cette cellule dormante, on va toujours être surpris, c'est une évidence. Ce n'est pas quand on dit, bon, comment 700 personnes, 500 personnes peuvent se déplacer sans que personne ne les voie. Non, souvent, ce n'est pas qu'on ne les voie pas, mais on ne sait pas qu'ils sont des terroristes. Le vrai problème, c'est ça. Ils se déplacent comment? Rappelez-vous l'attaque de Doursi. Ils sont venus avec un pick-up où c'est frappé de l'armée burkinabé avec la même fréquence de l'armée burkinabé, tous les mêmes moyens, les mêmes tenues. Mais comment on peut, dans ce contexte-là, tout de suite savoir qu'il s'agit des terroristes? C'est difficile. Donc je pense qu'il faut travailler d'abord à démanteler les cellules dormantes. Et puis, bon, l'autre aspect, il faut reconnaître quand même que le territoire est assez vaste. Les 3 pays seulement, ça fait de près de 3 millions de kilomètres carrés. Je ne sais pas combien d'avions il faut mettre au ciel pour surveiller tous ces détails. Et avoir la zone en question,
La zone en question est connue comme une zone de non-droit. C'est-à-dire on est à la triple frontière entre le Mali, le Niger et le Burkina. Et certainement, selon certains experts, les djihadistes ont pensé peut-être qu'ils peuvent élire domicile là pour pouvoir rayonner, en fait, pour pouvoir sévir sur le reste de ces pays. Tout à fait, parce que c'est même le croix de la mort, comme on le dit. En fait, c'est une zone aussi difficile d'accès. Et c'est une zone effectivement stratégique pour les djihadistes. En réalité, le Sahel, Burkinabé, ou si vous voulez, de cette partie, ça rapporte gros aux trafiquants d'armes, de drogue et d'êtres humains. Alors, les statistiques aujourd'hui montrent que notre Sahel seulement rapporte plus de 800 millions de dollars par an. Même nos impôts ne peuvent pas mobiliser ce montant en une seule année. Donc, vouloir combattre des terroristes dans une telle zone, il faut que vous soyez suffisamment équipés. Alors que nos États n'ont malheureusement pas ces moyens. Il faut avoir des drones, il faut avoir des avions de surveillance, etc. Il faut avoir des hommes qui vont interpréter. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir seulement des images. Voilà, il faut avoir des hommes qui vont interpréter ces images. Et il faut qu'on soit rapide pour donner l'alerte, pour amener les hommes sur le terrain, pour attaquer. Et avec quelle stratégie? Donc, il y a tout un ensemble de choses qu'il faut mettre en place. Malheureusement, nos États sont tellement en retard sur ce plan. Et si bien qu'on demande toujours, la France pourrait faire ceci, la France pourrait faire... Mais ça dépend de l'accord qu'on a. Est-ce que la France peut, parce que Barkhane a vu un groupe de terroristes commencer à tirer dessus? Je ne pense pas. Il faut qu'elle ait l'autonomie. N'oublions pas que Barkhane n'est pas en France. Elle est sur un sol étranger. Elle est sur un sol étranger où il y a des règles qui sont établies. Si le chef d'État, par exemple, ne demande pas à Barkhane d'intervenir, elle ne peut pas intervenir. Parce que c'est ça aussi la réalité. Voilà pourquoi je disais que nous avons échangé avec certains militaires burkinabés qui sont sur le front au niveau de la MINUSMA. Et ils nous ont fait comprendre que de Gao, de Tombouctou, ils sont équipés pour voir ce qui se passe au Burkina. Tout à fait. Et qu'on peut anticiper. Justement. C'est bien possible. Mais souvent, on attend l'ordre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Même nos soldats, rappelez-vous l'attaque de Koutougou, ils ont eu l'information combien de temps avant. Mais est-ce que l'ordre a été donné pour qu'il y ait un renfort pour faire face à l'ennemi? Ça n'a pas eu lieu. Donc je pense que l'autre problème c'est surtout à ce niveau. La réactivité, il faut que les gens réagissent rapidement. Je pense que effectivement, comme je le disais, il faut éclaircir ça à peau. C'est vrai que la décision traîne souvent, mais je pense aussi que la France peut nous aider, ne serait-ce que dans l'anticipation. Vous avez dit, il faut avoir l'ordre, on ne peut pas tirer sur des gens qui sont en mouvement, mais au moins dire, il y a un camp à 3 ou 4 km de ce camp-là, il y a une mobilisation qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Je pense que ça aussi, ça permet aux soldats qui sont au niveau de la base, au moins de se préparer, et parce que, évidemment, quelque chose ne va pas. Ces questions de moyens, vous l'avez dit, nous, nos États, peut-être n'en ont pas, mais je pense que Barkhane et l'administration, ils sont bien équipés pour voir, vous l'avez dit, de Gao jusqu'à Dibou, mais c'est où, comment les gens circulent. Bon, il faut disponibiliser les moyens. Le chef d'état-major de l'État burkinabé a dit qu'il y a un aéronef qui circulait quelque part. Donc il faut s'identifier parce que on va les considérer comme une menace. C'est pour dire que quelque part, ces gens-là nous surveillent à la limite presque tous les jours. Ils ont les moyens pour le faire. Je pense que si on donne les moyens à nos forces de défense et de sécurité, ils peuvent faire le travail. Oui, le Sahel, une zone de non-droit, on l'a appris cette semaine, 18 kilos de chanvre indien saisis par les forces de défense et de sécurité du Burkina. C'était de façon fortuite pour Miki Wamba, mais on le voit, les routes de la drogue passent par le Sahel et le Burkina Faso n'est pas épargné. Et cette situation d'insécurité ne fait qu'accentuer les faits sur le terrain. Oui, bon, c'est vrai que ce n'est pas la première fois que l'on saisit la drogue au Burkina, ce n'est pas la première fois également qu'on a une telle quantité de chanvre indien. Mais vous avez raison, le cas particulier pose un certain nombre de questions parce que c'est dans la localité de Bourzanga. Et nous sommes là dans une zone rouge, si vous voulez, en termes d'attaques terroristes. Et dans les analyses des uns et des autres, on avait dit également que l'un des objectifs recherchés par les terroristes, c'était donc de créer ces couloirs de transmission de la drogue ou de moins toute forme de trafic illicite. Et je crois que cette saisie est la preuve certainement que, et c'est ce qui est en train de se passer. Il est à craindre d'ailleurs que cette saisie ne soit que la partie visible d'un iceberg impressionnant parce qu'on ne sait pas quelle quantité de drogue a réussi justement à transiter
et par ce couloir pour aller peut-être dans d'autres localités. Je me rappelle d'ailleurs, Feu Salifou Diallo, alors président de l'Assemblée nationale, était en train d'expliquer à un moment donné que dans la zone de Ouargaï, dans le Grand Sahel, c'était vraiment des trafics de drogue, de cigarettes avec la frontière avec le Mali. Et ce sont des zones tellement reculées qu'on n'a pas la possibilité de les surveiller comme il se doit. Donc quand on regarde un peu la localité de Bourzanga, c'est un peu en venant vers le centre du Burkina. Donc ça montre jusqu'à quel point on est déjà certainement plein dedans. Le verre est peut-être certainement déjà dans le fruit. Donc il faut une fois de plus redoubler de vigilance à tous les niveaux, pas seulement les forces de défense et de sécurité. Je pense également que la collaboration de la société civile, la population civile est beaucoup sollicitée justement dans ce cas. Parce que si on ne fait rien maintenant, demain ça risque d'être trop tard parce qu'on sait quel type d'effet le trafic de la drogue peut induire à un État quand on doit regarder un peu ce qui se passe un peu en Amérique latine où c'est devenu pratiquement le Far West où tout le monde tient un pistolet, tout le monde est son propre agent de sécurité. Donc la drogue également favorise tout cela. Il y a plein de conséquences en tout cas que l'on peut avoir sur la population. Donc je crois que c'est bien que cette saisie a été faite déjà, mais il faut également regarder s'il n'y a pas d'autres quantités un peu cachées quelque part. Et je crois que c'est le moment également de mettre tout le monde à contribution et pour que ce trafic-là s'arrête tout de suite. Oui, et Juvenal, avant on nous disait que le Burkina était juste un territoire de passage pour ces contrebandiers et ces dealers, mais il est à craindre également qu'une partie de cette drogue ne puisse pas totalement être passée par le Burkina, que quelque chose puisse rester sur place. Oui, bien sûr. Et évidemment, avec la crise de 2012 au Mali, qui a totalement, je veux dire, affaissé un certain nombre d'indicateurs au plan de la gouvernance institutionnelle, il est à craindre effectivement ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'en réalité, certains pays, dont le Burkina, ne seront plus simplement des pays de transit, mais seront plutôt des pays, évidemment, je dirais même ce seront des zones, évidemment, pour parler un peu comme un certain nombre de personnes, seront vraiment des zones de production et même d'exportation, évidemment, de ces stupéfiants, qui, ajoutés, évidemment, à la longue liste, évidemment, des trafics de carburant, d'êtres humains et tout ce qu'on peut citer, viennent évidemment amplifier évidemment cette économie du terrorisme qui rapporte, Dabadi parlait de 800 millions à 1 milliard de dollars pratiquement. Donc tout ça évidemment ça vient renforcer davantage évidemment cette économie souterraine. Et ça résout en partie en même temps la question de la résilience évidemment de ces groupes terroristes, puisque finalement ils arrivent à contourner un certain nombre de mécanismes pour après s'approvisionner et avoir les moyens en termes sur le plan financier et matériel évidemment pour poursuivre leur lutte. Donc voilà pourquoi toutes ces conjonctions évidemment d'efforts doivent nous permettre évidemment d'accentuer la lutte sur différents aspects, y compris évidemment celui des les stupéfiants. 18 kilos. C'est à peu près, c'est intéressant, mais ce n'est rien par rapport évidemment à la quantité énorme dont vous parliez tout à l'heure, de drogue qui continue évidemment de passer par des canaux souterrains et qui évidemment vont alimenter ces économies de la guerre et du terrorisme. Oui, on en parlera certainement à débat de presse à d'autres occasions, mais on va juste terminer par le dernier sujet, l'Algérie, où Abdelmajid Tebboune, un apparatchik du régime Bouteflika, qui vient d'être élu président, aussitôt élu, aussitôt rejeté par la rue. Xavier, comment on sort de l'impasse en Algérie? Je pense que c'était même dressé avant l'élection parce que tous les 5 candidats qui étaient en liste étaient plus ou moins contestés par ce mouvement historique qui a été créé, donc qui a conduit d'abord la chute de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Moi, mon problème, c'est que il n'y a pas d'alternative proposée donc par ce mouvement, parce qu'il n'y a pas de leader qui se dégage et qui porte la voix de ce mouvement historique depuis près de 10 mois, qui dit que voilà, on sera candidat au nom de ce mouvement et on va mener la bataille pour réorganiser l'Algérie, parce que l'Algérie depuis longtemps a été pillée par Bouteflika et son système. Celui qui vient d'être élu, c'est plus ou moins un fidèle de Bouteflika, l'ancien régime. Donc, on ne peut pas beaucoup espérer de lui dans la mesure où la contestation était vive déjà avant même qu'il ne soit élu. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Moi, je ne vois pas. Mais, j'ai dit, le mouvement
qui contestent l'élection de ce dernier-là devraient quand même trouver un candidat ou du moins proposer une alternative, parce que vous ne pouvez pas dire, bon, voilà, tous ceux qui sont là, ce n'est pas la peine d'aller voter. Voilà, on a même vu le taux de participation, c'était très faible. Mais quelle alternative vous proposez pour diriger? Parce qu'on ne peut pas laisser le pays là aussi comme ça. Oui, et justement, Paul Miki Wamba, on l'a vu, les contestataires du Irak. Le Irak, c'est le mouvement qui rejette pratiquement tout. On se pose la question, ils veulent tout et son contraire à la fois. Est-ce que ce n'est pas inquiétant pour l'Algérie? Est-ce que, comme l'a dit le chef d'état-major des armées qui assure l'intérim de la présidence, est-ce que ce n'est pas une logique qui peut entraîner l'Algérie dans le chaos? Oui, alors ici, il y a lieu de relever ce que l'on peut appeler le paradoxe algérien. Xavier l'a dit tantôt, le taux de participation. Je pense bien que ces mouvements ne remettent pas en cause la crédibilité des élections, mais on ne veut pas d'un président sorti des urnes. Alors si, il y a une partie des contestataires qui n'est pas d'accord pour la tenue même des élections. C'est vrai qu'il y a eu débat, il y a eu un grand débat sur la tenue des élections. Beaucoup de gens ne voudraient pas que ces élections aient lieu à cette date. Mais moi, là où je voudrais donc attirer l'attention, c'est le taux de participation. Si on a décidé qu'il y a élection et que les gens sont allés aux urnes, d'autres ont refusé d'aller aux urnes, et on se retrouve avec un taux de participation historiquement faible qui tourne autour de 39%, alors que l'Algérie était vue comme étant une nation de participation record aux élections. Donc c'est pour dire qu'il y a une grande partie des Algériens qui ont boudé les urnes. Alors qu'on sait très bien que quand il y a une élection comme ça, forcément un président sera élu, et quel que soit donc le taux de participation. Donc aujourd'hui, la contestation, pour moi, devrait venir avant, ou du moins on devrait donc se mobiliser et pour aller donc aux urnes autour d'un président qu'on aura donc présenté. Mais quand on regarde un peu avant d'ailleurs ces élections, on avait du mal à voir donc l'oiseau rare entre guillemets parmi donc les candidats pour cette élection. Donc en réalité ce monsieur est venu, c'est vrai qu'il est bien connu des Algériens pour avoir été plusieurs fois ministre, il a même été Premier ministre, même si c'était de façon éphémère. Il est un proche de l'ancien président. Il est toujours membre du FLN. Voilà, toujours membre du parti. Présenté jusqu'aujourd'hui comme indépendant. Il est élu et on crie justement, on redoute le retour des anciennes pratiques avec son élection. Je pense que la meilleure façon de l'empêcher, c'était justement de faire en sorte que quelqu'un d'autre soit élu. Mais comme Xavier l'a dit, on n'avait donc pas beaucoup de matière en termes de candidature et qui sortaient justement de l'eau. Voilà, ils n'ont pas proposé, donc il n'y avait pas d'alternative. On est donc dans une contestation alors qu'on n'a rien proposé. Moi, ça me pose un problème en matière de démocratie. Juvénal Sommet. C'est l'éternel problème des mouvements de contestation citoyenne. C'est-à-dire qu'on mobilise beaucoup dans la rue et après il faut transformer l'essai. Qu'est-ce qu'on fait? On passe évidemment à la forme de proposition, on propose quelqu'un ou on reste évidemment au stade de la contestation. On l'a vu avec les Gilets jaunes en France, on le voit avec le mouvement des sardines en Italie. On est finalement à la frontière évidemment de ces contradictions où si vous ne marquez pas l'essai, vous prenez le risque de laisser le mouvement être récupéré évidemment par ceux d'en face. Et finalement, vous allez vous retrouver dans une situation où vous serez en train de contester, évidemment, délégitimer un pouvoir, alors que vous-même, finalement, vous n'avez pas été capable de proposer quelque chose. Donc, aujourd'hui, on est dans cette impasse, évidemment, en Algérie, où l'armée a récupéré rapidement, a su anticiper, évidemment, sur le mouvement de contestation, qui a mis Bouteflika un peu à la porte. En revanche, les contestataires sont aujourd'hui dans une situation de confusion totale parce qu'ils ne savent plus entre eux-mêmes qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui. Bon, si on ne va pas aux élections, est-ce qu'on peut laisser le pays comme ça finalement sans... on peut laisser le gouvernail comme ça sans proposition? Bon, si on doit proposer entre nous-mêmes qui va aller, évidemment, qui va se porter candidat. Donc, je pense que c'est le risque aujourd'hui, évidemment, dans lequel les Algériens se retrouvent. Les Tunisiens ont eu, à mon avis, un peu plus de subtilité parce qu'il y a quelqu'un qui a pu, évidemment, sortir du lot pour incarner cette forme, je dirais, évidemment, d'apaisement social. Malheureusement, en Algérie, je ne crois pas que cette élection va résoudre le problème. Comme vous l'avez souligné, à peine élu, à peine contesté, et malheureusement, ça ne résoudra pas le problème qui est posé en ce moment. Justement, Dabati, les contestataires d'Irak, on ne veut pas de Bouteflika, on ne veut pas de l'armée, on ne veut pas de Tebboune. Finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être trouver un juste milieu et puis avancer?
ou peut-être accepter les résultats sortis des urnes et avancer. Comment on sort, je reviens sur ma question, de cette impasse? Donc, je pense effectivement que peut-être que le mot est assez fort, mais je dirais que le risque c'est faire harakiri. Parce que elle a quand même réussi à faire partie Boutef et un bon nombre de ses anciens dignitaires, y compris même le parti pratiquement, parce que le parti n'a pas pu présenter un candidat, ce qui ne s'était jamais produit depuis 60 ans. Donc, c'est pour dire qu'il y a quand même des victoires qui ont été engrangées sur le terrain grâce à cette mobilisation. Malheureusement, j'ai dit bien malheureusement, la rue n'a pas su capitaliser les énergies qui ont été mobilisées. Et c'est ça qui est dommage. Et je trouve que les Algériens ont raté le virage. Contrairement par exemple aux Tunisiens, où le dégagisme était fort et qu'ils ont réussi à le réaliser, en Algérie c'est pratiquement le contraire. Ils n'ont pas effectivement, la rue a cette grondée, mais elle n'avait pas de visage. Il n'y a pas d'alternative crédible à proposer. Bien sûr à sa décharge, parce qu'il faut reconnaître aussi que ce n'était pas chose gagnée d'avance. Beaucoup de gens certainement ont tenté. Est-ce que ça ne s'explique pas non plus par le fait que souvent quand les gens durent trop au pouvoir, ça désorganise un peu? Oui, c'est vrai, il y a cet aspect, mais je vais dire qu'ici, il faut reconnaître que l'armée, notamment Gaïsala, a tout fait pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui puisse sortir de cette masse-là qui réclamait l'alternance. C'est ça en fait le vrai problème. Les gens ont réclamé son départ, il n'a jamais écouté. Il est resté droit dans ses bottes et il a tout fait effectivement pour que finalement, parce qu'au départ il y avait une vingtaine de candidatures, mais on n'en a retenu que 5 pratiquement. Et tous les 5 étaient de l'ancien système, même s'ils se sont présentés en tant que candidats indépendants. Donc ça veut tout dire, ça veut dire que les pions même étaient du peu d'avance. Donc si bien que certainement Larry se disait que même si on présentait un candidat, c'était peut-être inutile. Mais pour moi, ça valait le coup quand même d'essayer, quitte à ce que le monsieur échoue. Parce que lorsqu'il y a une grande observation, mais ça peut changer la donne. On a vu dans certains pays où on avait l'impression que les choses étaient pliées, telles qu'en Gambie, mais finalement, Adama Barrow est sorti vainqueur. Au Sénégal, Wade a tout tenté, mais il a raté parce que les gens étaient très vigilants. Donc je pense qu'en Algérie, c'était aussi quelque chose qu'il fallait essayer. Bon, malheureusement, les Algériens n'ont pas fait ce choix et c'est dommage parce que comme on l'a dit, si vous ne choisissez pas, quelqu'un d'autre va choisir à votre place et la décision qui sera prise s'appliquera à vous. Donc aujourd'hui, les Algériens ont un président même s'ils n'en veulent pas, parce que le monsieur il a été même contesté avant même d'être candidat et avant d'être élu. Et donc la contestation va se poursuivre. Mais pour moi, tout n'est pas perdu. Il faut que les Algériens, notamment ceux qui réservent ce président, comprennent que c'est le moment de s'organiser pour qu'aux futures élections, que l'on puisse présenter quelqu'un vraiment de crédible, capable d'apporter le changement. Sinon, on ne peut pas effectivement aussi laisser le pays dans l'anarchie, parce qu'il faut quand même reconnaître que ce pays a une longue histoire. Exactement. Et que bon, pour ceux qui ont vécu les périodes chaudes, on ne peut pas laisser effectivement le pays comme ça dans l'anarchie, parce que si le pays bascule dans la violence, je pense que ça n'arrange personne, y compris les pays voisins. Donc il fallait tout faire et pour effectivement que l'élection ait lieu et qu'à la tête du pays, il y ait quelqu'un pour le gouverner. Ce serait le dernier mot de cette émission débat de presse de ce dimanche. Était là pour le débat Paul Miki Rwamba de Ouaga FM, Juvenal Sommet de Info A4, Xavier Belémigré de Radio Burkina et Dabadi Zumbara des éditions Le Pays. Merci à tous les 4 d'être venus pour les échanges. À dimanche prochain pour un autre débat de presse. Au revoir et à bientôt.